faut se placer dans quelles conditions pour que le diamant devienne stable? Oui, il faut trouver un potentiel chimique, enfin, le potentiel chimique pour lequel on ait inversion des rôles. Inversion, ici, de l'ordre des potentiels chimiques. Il faut que le potentiel chimique, il faut trouver une pression telle que le potentiel chimique du diamant soit plus petit que le potentiel chimique du graphite. Et là, on sait que ce sera la phase stable. Et que s'il y a transformation, elle aura bien lieu vers le diamant. Dans la forme du diamant. Donc, la question qui se pose maintenant, comment le potentiel chimique dépend-il de la pression? Quand on change la pression, que devient le potentiel chimique d'un solide? La réponse est, oui, on en a parlé un petit peu, je ne l'ai pas dit explicitement, mais à travers ce qu'on a fait tout à l'heure, oui, c'est même encore au tableau. Quelque part, il y a un indice qui est caché dans le tableau. Et ceux qui ont trouvé l'idée, on calcule la pression. Pardon? Vous auriez une valeur? Alors, donc c'est les 399 000. Oui. Donc c'est en quelle unité? 100 pascal. Donc ça ferait 4 bars, c'est ça? Ah oui, ouais, c'est plus gros que ça. Alors. Regardez bien que les unités, hein, dès qu'on a des manipules, des valeurs numériques, faire attention aux unités. Là c'est des kilojoules par mol. C'est pas des joules par mol. Oui, il y a une question de volume molaire. Ah oui, il faut peut-être une masse molaire, hein, si vous avez une masse molaire. Donc, ça, je pense que pour le carbone, si vous avez besoin d'une masse molaire, pour le carbone, 12 grammes par mol. Ah, des grammes par mol, attention. Alors, notre valeur 2,9 Pascal, oui, donc dans ce cas-là, ça ferait quelques milliers de bars. Bon, on va regarder ça, on va voir. Quand on confirme, comment le potentiel chimique dépend-il de la pression? Et sachant, en connaissant le potentiel chimique à la pression standard, 1 bar, comment passer à une pression P? Mais on va s'arrêter à la pression P lorsque les deux potentiels chimiques seront égaux. Au-delà, donc. Donc je disais qu'il y avait un indice au tableau, c'est lequel? La dérivée du potentiel chimique par rapport à la pression, encore pure, c'est le volume molaire. Alors on ne vous donne pas directement le volume molaire, mais on vous donne la masse volumique. Donc l'inverse, c'est bien sûr le volume massique. Et si vous avez la masse molaire, on devrait trouver le volume molaire. On a fait 12 grammes par mol. On devrait pouvoir trouver le volume molaire du diamant et du graphite. Donc on peut commencer par ça peut-être. Ajouter une troisième ligne ici. Et trouver le volume molaire, donc en mètres cubes par mol. Directement unité SI. Et après, ce volume molaire va nous servir à modifier le potentiel chimique connaissant la modification de pression. On va considérer que le volume molaire reste le même
même si la pression change. Les solides sont très faiblement compressibles. On va commencer par calculer les volumes molaires des deux phases. Alors, quelqu'un a des valeurs à nous donner pour les volumes molaires? En mètres cubes par mol, tout ça. Donc le volume molaire. Donc l'inverse ici de mu, c'est le volume massique, qui est multiplié par la masse molaire. Le volume molaire. Donc, attention, donc si vous voulez, donc c'est 12 grammes, donc 12 10 moins 3 kg par mol, divisé par mu, qui est en kg par mètre cube. Oui. Bon, et après, donc, on va utiliser ce volume molaire pour le potentiel chimique, par exemple le graphite. Donc mu graphite de P égale mu graphite 0, donc à 0, plus, puisque la dérivée c'est le volume molaire. Donc, et le volume molaire, on considère comme constant, donc ce sera le volume molaire du graphite multiplié par P moins P0. Même chose pour les diamants. La pression P, c'est mu 0 diamant plus le volume molaire du diamant par P moins P0. Et si maintenant on cherche la pression pour laquelle, à partir de laquelle les deux. Alors déjà, oui, il faut avoir une chance que cette pression existe. Est-ce qu'elle existe? On part d'un potentiel chimique plus bas pour le graphite. Et le volume molaire du graphite est plus grand que le volume molaire du diamant. Donc en effet, avec la pression, le potentiel chimique du graphite va croître plus vite, avec une pente plus forte que celui du diamant. En fonction de P, si on reporte les potentiels chimiques, et donc là 0, là on a P0, on part d'une valeur plus basse pour le graphite, avec une pente plus forte, donc ça c'est mu graphite. Le diamant part d'une valeur plus haute, avec une pente plus basse, et donc on peut espérer qu'il existe un point d'intersection au-delà d'une certaine pression. Donc, et c'est ça qu'on ce P là qu'on cherche. C'est la pression à partir de laquelle, au-delà de laquelle, le diamant sera plus stable. Donc il suffit de chercher quand ces deux potentiels chimiques sont égaux, et donc P, ben voilà, est le résultat d'une équation. Et on attend donc une valeur de P. Donc vous aviez une valeur numérique? Oui. Ah, c'est pas bien. Alors s'il y a une valeur numérique à nous proposer, il faut juste faire attention aux kilojoules qui sont là. Équilibre
l'équation d'équilibre entre le diamant et le graphite. Donc a priori, il faut travailler si vous travaillez dans les unités SI, en Pascal. C'est le volume molaire de l'unité SI. Combien 1,51 Pascal. Alors 1,51 10 puissance 9 Pascal, qui fait donc 1,5 10 puissance 4 bar. Donc 15 000 bars. Oui, c'est ça. D'autres pour la même chose, de l'ordre de donc 15 000 bars. 15 000 fois la pression atmosphérique. Vous voyez pourquoi il est difficile, physiquement, par ces conditions, d'obtenir du diamant. C'est des pressions extrêmement élevées, conditions extrêmes. Alors, il y a d'autres façons maintenant de faire du diamant, mais ça reste toujours difficile, des conditions très fortes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on va donc changer de paragraphe, on va quitter le corps pur pour revenir au mélange et au système réactif. Et on va à nouveau maintenant, on va appliquer les résultats précédents, les propriétés de l'enthalpie libre des potentiels chimiques pour traiter le cas d'une transformation des molécules, des atomes, en tout cas des liaisons chimiques. Donc c'est le paragraphe grand 6 qui s'appelle « Évolution et équilibre d'un système réactif ». Évolution et équilibre d'un système réactif. Donc on se replace dans un cas plus général. Donc, un système soumis à une pression P, à une température T par un thermostat, mais qui contient un mélange ici de grandes espèces chimiques et qui peuvent réagir selon une réaction mu1 à 1 plus etc. plus mu j à j égale mu j plus 1 à j plus 1 plus k mu n à avec, comme d'habitude, lorsqu'on fait une somme sur les espèces I, les coefficients stoichiométriques seront algébriques, positifs ou négatifs, selon que l'espèce est un produit ou un réactif. Alors on avait déjà vu que, associé à cette réaction chimique, il existe des grandeurs de réaction thermodynamique. On avait parlé de delta RH, delta RS. Eh bien, c'est autour de l'enthalpie libre. On va définir
et donner les propriétés de l'enthalpie libre de réaction. Donc premièrement, enthalpie libre de réaction. Juste en guise de rappel, les enthalpies de réaction, delta RH, c'était aussi d rond H sur d rond xi à T et P constant, et c'était, on l'avait calculé, les liens par les mini delta formation H. Alors c'était souvent dans l'état standard, mais comme ceci, si je ne vais pas l'état standard, et delta RS est égal à d rond S sur d rond xi à T et P constant, égale la somme sur I des mini SI, alors les entropies molaires, alors si on rajoute en 0, ce sera standard, sinon c'est pas obligatoirement standard. C'était les grandeurs de réaction, respectivement enthalpie de réaction et entropie de réaction. Donc il s'agit de définir maintenant, petit a, une définition. Eh bien pour un système donc réactif, système fermé, si G est l'enthalpie libre du système, G va être une fonction de la température, de la pression et de toutes les quantités N1 jusqu'à N indice grand N. Les quantités elles-mêmes, les dNi, c'est nui d'xi. Xi est l'avancement de la réaction. Et donc, par définition, on va noter delta R G, la dérivée de G par rapport à xi, à T et P constant. L'opérateur de Lewis est appliqué à l'enthalpie libre. Donc c'est l'enthalpie libre de réaction. On peut en donner, on va dire, deux expressions particulièrement importantes. Expression. D'une part, en fonction des potentiels chimiques. Donc, à partir de I. En effet, on sait que G, c'est la somme, on l'a rappelé tout à l'heure, de I égale 1 à antenne des NI, NI, et que DG, d'ailleurs, aussi, à T et P constant, c'est la somme de I égale 1 à N des NI DNI. Ce qui veut dire que DG sur DXI, si je prends la dernière différentielle, alors, à T et P constant, DG sur DXI va être égal à la somme de I égale 1 à N des NUI DNI sur DXI, et DNI sur DXI c'est égal à NUI, donc égal somme de I égale 1 N des NUI. C'est la combinaison linéaire des quotients stoichiométriques, enfin à partir des quotients stoichiométriques, des potentiels chimiques, et donc ici, la définition c'est delta RG, qui est égal à somme de I égale 1 à N des NUI. Alors, une première expression importante de l'enthalpie libre de réaction. Et il y en a une autre en fonction bien, des deux autres grandeurs de réaction, l'enthalpie et l'entropie. En effet, l'enthalpie libre n'est pas indépendante de H et de S. Donc, en fonction de delta RH
T delta S. Là, il suffit d'écrire que G, par définition, est égal à H moins TS. C'est la définition initiale, on fait partie de là. Et de dériver par rapport à xi à t et p constant. Et donc, si vous dérivez ceci, G par rapport à xi à t et p constant, vous obtenez la dérivée de h par rapport à xi à t et p constant, moins t, puisqu'on dérive à t constant, t joue le rôle d'une constante ici. Donc, moins t, pour la dérivée de s par rapport à xi à t et p constant. Vous voyez que dans ce cas-là, il y a juste à réécrire ces dérivés sous la forme de l'opérateur d'Ellis. Alors, eh bien, delta Rg est égal à delta RH moins T delta S. Voilà deux formes qui peuvent être utiles selon le contexte d'utilisation qu'on veut en faire pour calculer delta Rg. Alors bien sûr, delta Rg, elle est même... oui, peut-être un rappel. Quelles sont les dimensions? Quelle unité faut-il exprimer delta Rg? Comme delta RH ou comme T delta S, ce sont des joules par mol, ou kilojoules par mol, bien sûr. Des multiples sont légitimes. Le rôle fondamental de la TRG, c'est de pouvoir nous indiquer, on sait qu'il y a une réaction qui est possible, on va effacer, mais entre toutes les espèces qui sont mélangées, il y a une réaction chimique possible. Et cette réaction chimique peut soit augmenter l'avancement, si elle se déroule dans le sens direct, soit faire diminuer l'avancement, si elle se déroule, si elle a lieu dans le sens indirect. Typiquement de la droite vers la gauche. Delta Rg peut nous dire dans quel sens, la valeur de delta Rg peut nous dire dans quel sens va se dérouler la réaction chimique. Delta Rg permet d'avoir un critère d'évolution de la réaction. L'intérêt, c'est d'avoir un critère, définir quantitativement un critère d'évolution de la réaction. Tout à l'heure, pour les phases, l'enthalpie libre nous permettait de donner un critère d'évolution d'une phase vers une autre. Eh bien, l'enthalpie libre peut aussi servir à décrire une réaction chimique, cette fois-ci, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on va établir cette propriété particulièrement importante qui est donc le critère d'évolution spontanée, pour l'instant. Donc, petit b, critère d'évolution, alors on précise spontanée, de la réaction. Donc là aussi, je rappelle qu'il n'y a qu'un échange de travail à partir des forces de pression, qu'un transfert thermique à partir du thermostat de température T, que le système garde pendant l'évolution chimique une pression et une température constante. Donc c'est une transformation ou c'est une réaction isotherme, isobare. Le système est fermé et il n'y a pas d'autre travail que celui des forces de pression. Travail reçu que celui des forces de pression. C'est pour ça qu'on dit spontané. On n'impose rien d'autre au système. On le laisse évoluer
présence de l'atmosphère, par exemple, qui impose la pression, et un thermostat qui assure toujours une température constante. Eh bien, on a déjà fait quelque chose, on a construit une propriété mathématique qui permettait de prédire l'évolution d'un... Je crois qu'on l'a même rappelé tout à l'heure. On sait que dg, dans ce cas-là, dans ces conditions-là, dg à t était constant, on l'avait écrit comme moins t delta s créé. Et donc, ceci est négatif ou non. On revient finalement, c'est une forme mathématique du second principe. Alors, eh bien, ici, la variation d'enthalpie libre, c'est justement ce on impose la pression et la température, il n'y a pas de dP ou de dt. Donc ici, dg à t était constant, c'est égal à delta rg, comme ceci, c'est d rang g sur d rang xi à t était constant dxi. Et donc égal delta rg dxi. Et donc on obtient la condition d'évolution spontanée delta rg fois dxi est inférieur ou égal à 0. Donc si l'enthalpie libre de réaction est négative, exactement, comme la variation de l'avancement multipliée par delta Rg doit être négative, dxi ne peut être que positif. Donc dxi positif, éventuellement nul, c'est rien. Donc c'est-à-dire que la réaction évolue dans le sens direct. Donc évolution dans le sens direct, comme elle est écrite, de la gauche vers la droite. Donc si vous connaissez la valeur de l'enthalpie libre de réaction, si elle est négative, vous savez que la réaction, une fois que le mélange a lieu, la réaction va avoir lieu vers les produits, dans le sens que vous avez écrit la réaction. Sinon, évidemment, si delta Rg est strictement positif, alors dxi doit être négatif et l'évolution de la réaction a lieu dans le sens indirect. Donc de la droite vers la gauche. Donc des réactifs en premier cas vers les produits. Et des produits vers les réactifs. Enfin, dernier cas, si delta Rg est nul, eh bien, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il y a évolution indifférente et que, premier ordre en tout cas, dg est nul, c'est-à-dire qu'on se situe à l'équilibre chimique, un équilibre entre réactif et produit. C'est la condition, ce sera la condition d'équilibre chimique. Il n'y a pas d'évolution. Oui. Est-ce qu'il y a un lien du coup avec le quotient réactionnel du coup? Oui. On va le construire. On va le voir apparaître. Mais vous voyez, là on passe du fondamental en effet et on va terminer sur le... Vous connaissez déjà des critères d'équilibre que vous utilisez depuis, je pense, très longtemps.
Quand vous avez une réaction chimique possible et vous voulez traduire l'équilibre chimique de l'évolution, qu'est-ce que ça vous rappelle quoi? Loi d'action des masses, constante d'équilibre, quotient réactionnel. Voilà. Tout ça, on va le retrouver, mais on va le construire à partir, vous voyez, on est parti du second principe. Et en passant par l'enthalpie libre, on retrouve une condition d'équilibre ou d'évolution dans un sens ou dans l'autre, et évidemment, on va retomber, à un moment ou l'autre, on va retomber sur ces grandeurs-là et ces conclusions-là. Tout à fait. Alors, là, c'est l'enthalpie. On est bien d'accord, on a parlé pour l'instant uniquement de l'enthalpie libre de réaction. Je n'ai pas encore prononcé, pas souvent, le terme standard. Bien évidemment, comme pour les autres grandeurs d'alter H et d'alter S, il existe des grandeurs standards, simplement quand les espèces, les différentes espèces composant le système, sont dans leur état standard, donc pression P0 et à l'état pur. Donc, on va parler un moment définir les grandeurs standards, parce que les grandeurs standards, elles, peuvent être obtenues dans les tables de thermochimie. On a vu tout à l'heure que delta G, c'était delta H moins T delta S. Ça va rester quand on va passer aux grandeurs standards. Et donc, on va avoir un moyen de calculer au moins la grandeur standard associée à delta G, c'est-à-dire delta G0. Donc, on va encore ce qui est calculable facilement, c'est l'enthalpie libre standard de réaction. Donc c'est petit 2. L'enthalpie libre standard de réaction. Alors, nouveau expression. Petit a. On va se servir de ce qu'on vient de faire, bien sûr. Expression. Au pluriel, là aussi. Alors, il suffit d'ajouter finalement delta G0, qui est donc la somme soit des μ 0, qui égale 1 à grand N, puisqu'il faut préciser, pour passer aux grandeurs standards, il suffit de préciser que chaque espèce est dans son état standard. Donc les μ sont remplacés par une μ0, et delta R G0 est égal aussi à delta R H0 moins T delta RS0. On a deux expressions équivalentes pour l'état standard. Alors l'intérêt, c'est que, je vous ai dit, on peut les calculer à partir des tables de thermochimie. En général, on choisit la deuxième relation parce que souvent, on aura déjà calculé les enthalpies standards de réaction et les entropies standards de réaction. Donc, calcul à partir de delta RS H0 et delta RS0. C'est plus fréquent. Exemple. Alors, on a déjà travaillé avec, par exemple, la synthèse de l'ammoniac. La réaction N2 plus 3H2 gazeux égale 2NH3, gazeux lui aussi. Dans les tables de thermochimie, vous trouvez les différentes valeurs. Alors, est-ce que je peux vous donner les enthalpies de formation? Alors, delta H0 et les entropies standard à 298 Kelvin. Alors, je vous donne une valeur seulement pour la première ligne. Moins 46,1. Alors, c'est en kilojoules par mol. Précisé. Et ensuite, pour la deuxième ligne, je peux vous donner, donc c'est 191. Ici, 131. Et 192. Cette fois-ci en joules par Kelvin par mol. Donc, on a calculé
l'enthalpie standard de réaction, l'entropie standard de réaction et l'enthalpie libre standard de réaction. Je les trois. Alors pourquoi je n'ai rien mis dans les deux premières cases de la première ligne? C'est pas un oubli, c'est que vous les connaissez. Parce que c'est... Oui, parce que c'est nul, bien sûr. Parce que ce sont des corps simples dans l'état standard de référence. Pour S2 et pour N2. Ce sont les références des enthalpies de formation. Donc, évidemment nul. Bon, donc je pense que l'enthalpie de réaction standard, H0. Attention, il y a quand même des combinaisons linéaires, donc c'est 2 fois ceci, moins 3 fois 0, moins 0. Donc on est à moins 92,2 kJ par mol. Ensuite, pour delta S0, 198 Kelvin, bon, bah, c'est 2 fois 192, moins 3 fois 131, moins 191. Donc c'est quelqu'un a une valeur à nous donner. Bon, c'est à peu près dans les moins 200. Alors, joule par Kelvin par mol. Et on termine. Donc delta G0. Alors là, il faut préciser la température, puisqu'on a besoin explicitement de la température. Donc c'est toujours à T égale 298 Kelvin. Et delta G0 égale. Donc moins 92,2. Attention, il y a juste une erreur bête à éviter. C'est que la plupart du temps, les enthalpies sont données en kilojoules et les entropies en joules. Donc si vous ne faites pas attention, vous perdez une 10 puissance 3 et le résultat n'est pas bon. Parce que maintenant, il faut les combiner. Donc passez tout en joules ou tout en kilojoules, mais il faut être cohérent dans les unités des deux expressions. Donc ça sera, si on passe en joules, ça sera moins 92,2 fois 10 puissance 3, moins 298 fois moins 200. Moins 92,2 10 puissance 3, moins 298 fois moins 200. En joules par mol. Quelqu'un a une valeur à nous fournir pour terminer? Qu'est-ce que vous trouvez? 32,6 moins 32,6 Moins 32,6 kJ par mol, c'est ça? Oui. Quelqu'un confirme? Oui, c'est bon, donc on regarde ça. Allez, on va s'arrêter là.